Palestine. La Palestine n'a que les cailloux, l'intifada. Non, ce ne sont pas les armes qui font gagner un peuple, c'est le sens de la dignité, la bravoure, et dire je ne l'accepte pas. Tant qu'un peuple n'est pas déterminé, il ne gagnera aucune victoire. Les gens ne vivent pas. Quand vous allez au marché de Kinshasa, il y a des enfants qu'on a surnommés enfants sorciers. Parce que les parents ne peuvent pas s'occuper d'eux à cause de la trop grande pauvreté. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école, il y a la Minerva, il faut payer. Mais quand tu ne manges même pas, tu vas payer l'école pour quels enfants? Donc il est temps que Tshisekedi se réveille. Parce que le tout, ce n'est pas de conquérir le pouvoir, c'est le grand problème, c'est l'exercice du pouvoir. Et tant que chez nous, en Afrique, on ne fera pas cette différence-là, la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir, les peuples se soulèveront toujours. On a parlé du Congo RDC, mais pendant ce temps, le Congo-Brazzaville est en train de fricoter, euh, comment dire, Sassou fricote avec Paul Kagame. comment dire, Paul Kagame. Tous les Congolais sont vent debout. Le Rwanda n'a rien du tout. Ils sont nombreux. Ils sont sur des collines, des montagnes. Donc, même pour manger, il leur faut trouver des terres arables et transporter les récoltes. Et Sassou ne trouve rien de mieux que de s'allier à Paul Kagame. Très heureux de vous retrouver en compagnie de Koumba Yarissi, enseignante à la retraite, membre du Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP du Mali. Bonjour Koumba Yarissi, c'est toujours un honneur de vous avoir sur notre plateau. Oui. Bonjour Christian, bonjour à tous, bonjour à toutes. Le plaisir, il est toujours renouvelé de me retrouver sur RT Média, porte notre voix au-delà des océans, déjà pas mal. Parce que Merci pour cela. sans ça, on ne comprendrait pas le sens de la lutte, on ne s'arrêterait pas sur certains détails, mais grâce aux médias, toutes sortes de médias, grâce aux panafricanistes et principalement grâce à RT Média, nous savons que nous ne suons pas sous la pluie, comme on le dit chez nous. Voilà, ça se sait et les gens commencent à comprendre mieux pourquoi tant de hargne, pourquoi ces soulèvements un peu partout en Afrique maintenant, etc., etc. Voilà. Merci Koumba Yarissi d'avoir donc une fois de plus accepté notre invitation. Alors la situation à l'est de la RDC est de plus en plus inquiétante. L'ONU parle ou sinon craint un risque de conflit généralisé. La communauté internationale condamne certes, mais sans en appeler aux sanctions contre le Rwanda. Que comprendre par cette attitude affichée par le Conseil de sécurité de l'ONU face à la crise à l'est de la RDC. Nous parlerons également de la perspective de retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Des manifestations de soutien au retrait de la CEDEAO des pays de l'AES. Voilà pour l'essentiel de ce qui va caractériser cette interview. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur R7, mesdames, messieurs. Merci de votre choix. Koumba Yarissi. Les combats se sont intensifiés et vous êtes en train de suivre l'actualité à l'est de la RDC. La ville de Goma, une des plus grandes villes évidemment du Nord Kivu, est tombée entre les mains des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise à Pronton. La ville de Bukavu serait également menacée. Les rebelles disent vouloir finalement marcher jusqu'à Kinshasa. Votre premier commentaire? Marcher sur Kinshasa, ben, ce n'est pas la première fois.
Kabila père a bien marché sur Kinshasa pour chasser Mobutu qui était finissant. L'histoire du Congo, de l'Afrique de manière générale, mais particulièrement du Congo, est une histoire tumultueuse parce que d'un côté, ceux qui ont les technologies, le savoir, et de l'autre côté, nous qui avons les matières pour faire vivre leurs usines et autres. Tout le monde sait que le Congo dispose de 60% des réserves de coltan. Et comme aujourd'hui, l'Europe ou l'Amérique ne peut pas venir nous détrousser, ils passent par des turéféraires. Tout le monde sait que après le génocide, la RDC aurait dû prendre toutes les dispositions nécessaires, mais ça n'a pas été le cas. Et la question qu'on se pose, c'est la question de leadership. Qui, pour sauver ce vaste territoire, l'un des plus grands en Afrique, l'un des plus riches, et le Congo, la RDC, c'est le deuxième poumon du monde. Donc, la RDC a tout ce qu'il faut pour faire marcher le monde pendant un certain temps. Parce que nous savons très bien que à cause du fait que nous devenons plus nombreux, à cause des défis climatiques, nous savons très bien que des fois même, le monde vit à crédit. Est-ce que l'Occident va renoncer à son mieux-être? Non, pas du tout. Au détriment de qui, naturellement? Au détriment de l'Afrique, qui peine à comprendre les enjeux, l'Afrique qui peine à dessiller les yeux à cause d'une foultitude d'arguments. Nous avons l'Afrique, par exemple, l'Afrique francophone qui est dans les liens de la France à cause des 11 accords. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, etc., avec l'Afrique du Sud un peu plus haut, il faudrait, pour certains, comme Kagame, se mettre au service d'abord de l'Amérique, puis des autres Américains, l'Union européenne par exemple, pour que leurs usines vivent, pour qu'il y ait des batteries électriques, que le téléphone marche, on en change tous les jours, on ne fait pas, on n'économise pas du tout, ce sont nous sommes tombés pieds joints dans des sociétés de consommation sans transition. Oui, mais Madame Koumba Yaressi, évidemment, vous parliez tout à l'heure de l'Union européenne, des États-Unis, puisque désormais ce n'est plus un doute, hein, tout le monde sait que c'est un conflit instrumentalisé, et derrière cela, c'est un peu des accords de fourniture de matières premières stratégiques et critiques, désormais, tout est établi que le Rwanda pille, vole des matières premières, tue pour cela d'ailleurs, pour fournir l'Europe. Mais qu'est-ce qui peut finalement expliquer que l'Union européenne, j'allais dire la communauté internationale, la communauté occidentale, puisque c'est elle qui est désormais pointée du doigt, et les voix s'élèvent de plus en plus, pourquoi est-ce que cette communauté, j'allais dire, ne pouvait-elle pas traiter directement avec la RDC, que de passer par le Rwanda pour aller commettre des crimes, des génocides, des crimes contre l'humanité, piller la matière et aller vendre à cette communauté qui, longtemps, a fait croire au monde entier qu'elle respectait les droits de l'homme. Les droits de quel homme? Les droits de l'Occident. Et comme pour eux, les nègres que nous sommes n'ont pas droit à quoi que ce soit, en ce qui concerne le mieux-être. Et quand on interroge l'histoire, on sait très bien comment nous sommes perçus dans le monde. Sinon, nous étions
à peu près à égalité en 1960 avec la Corée, par exemple. Qu'en est-il aujourd'hui? Eux, ils se sont sortis, les Asiatiques se sont sortis d'affaires. Mais nous, à cause de notre division, quand ils ont pris l'équerre pour diviser l'Afrique, ils n'ont tenu compte de rien du tout. Des liens sociologiques qui existent, des liens de voisinage, rien du tout. Ils ont pris, comment dire, au Gabon, par exemple, ils ont donné Franceville au Gabon et Pointe-Noire au Congo. Ils font uniquement ce qui les arrange et malheureusement, nous n'avions pas les hommes, les ressources humaines ou les ressources financières, le savoir nécessaire pour rectifier tout ça. Et ça, nous allons vivre ça pendant des décennies encore, pour ne pas dire des siècles. Parce que le leadership, comment dire, depuis le XIVe siècle, on n'a pas mis au cœur des préoccupations la formation des ressources humaines. L'Afrique ne parie pas sur les ressources humaines de telle sorte que on ne sortira pas de cette rengaine-là. Et donc, la communauté dite internationale ou la communauté des Blancs, elle œuvre pour elle-même. Elle ne s'en cache même pas. Elle ne s'en cache même pas pour peu qu'on fouille un peu dans les grands musées, qu'on suive certaines, comment dire, certains politiques, les extrêmes, surtout l'extrême droite. On sait très bien que ce ne sont pas ceux qui se disent champions des droits de l'homme qui vont apaiser les tensions dans le monde. Ça ne va jamais se faire. C'est pourquoi justement tous les pays africains doivent se dire qu'ils doivent aller à l'affrontement. À l'affrontement, carrément. Ce sont les peuples qui font leur histoire. C'est les peuples qui font leur histoire. Tout à l'heure, vous parliez de la droite, évidemment. Dernièrement, on a suivi Marine Le Pen sur, évidemment, cette situation où elle a rappelé, parce que c'est connu de tout le monde, hein, c'est reconnu, où elle a dit, évidemment, le problème c'est que le Rwanda pille, tue, et tout le monde regarde, l'Union européenne est complaisante, et d'ailleurs complice parce que c'est elle qui va finalement signer les accords de fourniture de matières premières avec le Rwanda, sachant que le Rwanda n'a pas ces matières chez lui. Ça veut dire que tout le monde sait qu'il va piller, voler, et l'Union européenne, dans ce cas-là, est, voilà, on peut dire qu'elle est coupable de recel, bien entendu. Et c'est Marine Le Pen qui le rappelait. Je vous propose de le suivre et on va continuer tout à l'heure. Et en réalité, on n'a pas obtenu une amélioration du niveau éthique. Si l'Union européenne était si attachée à l'éthique, elle arrêterait d'être le receleur du pillage qu'effectue le Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais, et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024, et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral, ça? Voilà, vous voyez, attention, parce que la morale telle qu'elle est exprimée par l'Union européenne est parfois assez contestable. Voilà, alors là, c'est la droite qui s'exprime. Après, bon, on le dira, de toute façon, tous sont pareils, ils disent, mais quand ils arrivent aux commandes, ils font la même chose. Mais moi, ma question, c'est de savoir où est donc l'Union africaine dans tout ça? L'Union africaine, existe-t-elle? De Gaulle disait de l'ONU que c'était un machin. Moi, je ne sais même pas si l'Union africaine aura le privilège de se faire appeler machin. Parce que nous savons très bien qui gouverne l'Union africaine. Quand Paul Kagame était à la tête de l'Union africaine, il a eu 2 mandats. Tout le monde applaudissait. Tout le monde allait au Rwanda s'abreuver de réussites
de Kagame. Mais en même temps, même nous, Africains, nous savons très bien que Kagame est assis sur des collines, des montagnes. Et il y a des comptoirs de toutes sortes de minéraux au Rwanda. Tenez, quand la France a voulu titiller Kagame, le rendant complice ou acteur du génocide, il leur a simplement rétorqué que toutes les maquettes étaient made in France. Et quand on lui a demandé comment se fait-il qu'il ait des comptoirs, mais il a dit que depuis combien de siècles l'Europe, l'Amérique, comment dire, vient se servir. Qui a reproché quoi à qui que ce soit? Et donc c'est une vaste hypocrisie, une vaste escroquerie. Le monde devient finalement un vaste théâtre. Un vaste théâtre. Les plus grands comédiens s'en sortent et essaient même de donner des leçons à ceux qui ne voient rien du tout venir. Donc, l'Union africaine, bon, au moins l'OUA, on peut rendre un hommage à l'OUA des pères fondateurs, parce que l'OUA a atteint un objectif majeur, ce pourquoi elle était créée, c'est d'aider tous les pays africains à accéder à l'indépendance. L'épisode de l'Afrique du Sud, tout le monde s'en souvient. Quand on a demandé aux pays indépendants de ne pas continuer à commercer avec les Bota, mais comment dire, Houphouët-Boigny a continué à le faire. Et il ne s'est pas fait sanctionner. En fait, tout ce qu'on dit, même les sanctions les plus dures, ne vont pas nous délivrer. Il faudrait qu'on accepte de se battre, d'affronter tout le monde comme on le fait aujourd'hui au Sahel. Quand vous comparez la situation au Sahel à celle du Zaïre, de la RDC, j'allais dire, ben, c'est à peu près la même chose, mais le Sahel, c'est une miniature par rapport au Zaïre, à la RDC. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est 100 fois moins grave que ce qui se passe au Congo, Kinshasa, parce que la première force onusienne a été déployée depuis Lumumba, Premier ministre. Jusqu'à présent. Et l'année dernière, par exemple, il y a des Congolais qui sont descendus dans la rue pour réclamer le départ de la MONUSCO, mais il n'en a rien été. La MONUSCO ne partira jamais parce que je crois que le pouvoir qui est aujourd'hui à Kinshasa n'a pas pris conscience de ce qu'il est venu après les Kabila. Joseph Kabila était le garde-corps de, comment dire, Paul Kagame. Pour qui peut s'imaginer simplement les liens de vassalité, je vais le dire, entre les hauts gradés et puis les autres, on peut comprendre. Donc, je ne sais même pas la façon dont le président congolais est arrivé au pouvoir aussi à force de négociations, de compromissions et autres. Il s'imaginait que les choses allaient se régler par un coup de baguette magique. Vous parlez du président Félix Tshisekedi, c'est ça? Tshisekedi, moi je lui en veux parce que son leadership, je n'ai aucune lisibilité concernant. Il est quand même là depuis plus d'un mandat. Il est à son deuxième mandat. Est-ce il a fait de sa priorité l'armée, la défense? Parce que dans tout pays au monde, quel que soit
le régime du pouvoir, etc., etc., il faudrait une défense forte et une justice. Sinon, il n'y a pas d'État. Oh, les députés, les ministres, tout le monde est payé à des dizaines de milliers de dollars, mais le peuple se meurt. Moi, j'ai vu, j'ai été à Brazzaville, à Kinshasa. La corruption là-bas, on ne peut pas la définir. Pour 50 dollars, 50 dollars, ils sont capables de tout. Les gens ne vivent pas. Quand vous allez au marché de Kinshasa, il y a des enfants qu'on a surnommés enfants sorciers. Parce que les parents ne peuvent pas s'occuper d'eux à cause de la trop grande pauvreté. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école, il y a la Minerva, il faut payer. Mais quand tu ne manges même pas, tu vas payer l'école pour quels enfants? Donc il est temps que Tshisekedi se réveille. Parce que le tout, ce n'est pas de conquérir le pouvoir, c'est le grand problème, c'est l'exercice du pouvoir. Et tant que chez nous, en Afrique, on ne fera pas cette différence-là, la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir, les peuples se soulèveront toujours. Parce que personne ne Évidemment, verra la mort c'est le arriver. constat qu'on fait, Koumbayar, ici, c'est que la plupart de ces chefs d'État qui arrivent, que ce soit au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, pourquoi pas Gabon et autres, généralement c'est pour la jouissance, c'est pour jouir du pouvoir, et puis ça s'arrête là. Et généralement, ils n'ont pas de vision. Et donc, vous êtes en train de dire finalement ce qui se passe en RDC. C'est vrai que ça a commencé depuis longtemps, ça fait quand même 3 décennies, mais en partie, Kinshasa a une part de responsabilité, voilà, pour n'avoir pas pris les responsabilités, n'avoir pas su comprendre les choses à temps et savoir agir, voilà. Oui, absolument. Comment est-ce qu'on peut être sur plus de 2 millions de kilomètres carrés? Avoir tout, le plus grand barrage électrique, c'était au Congo. Le Congo, c'est le deuxième poumon. Le coltan, on ne peut plus rien faire sans le coltan. L'or, n'en parlons pas. Le diamant, ils ont tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parce que la formation en Afrique, on ne peut pas parier sur les ressources humaines. Or, les ressources humaines sont au départ et à l'arrivée de tout. Évidemment, nos pouvoirs, moi je me dis que sociologiquement, le travail, les sociologues n'ont pas fait suffisamment d'études pour nous faire comprendre pourquoi, depuis l'esclavage jusqu'à maintenant, nous, le travail, l'effort, ça n'est pas notre affaire. C'est quand on est obligé de travailler pour ne pas mourir qu'on le fait. Et les gens ne le font même pas chez eux. Quand ils émigrent, ils peuvent faire toutes sortes de boulot. Donc, le goût de l'effort n'existe pas. Le patriotisme, on ne sait pas ce que c'est. Et les rapports qu'il y a entre les présidents, les ministres, les décideurs, bref, avec le peuple. Est-ce qu'un président, c'est le patron d'un citoyen? Non, on n'a pas ce genre de rapport-là. Mais même quelqu'un, tu as ton CV, on te nomme à tel ou tel endroit. Ah, si ce n'était pas X, moi, je n'aurais pas accédé à tel. Mais est-ce qu'au marché, on peut aller demander à quelqu'un son CV et le nommer? Dans les familles, dans les tribus, il y en a. Donc, moi, je ne sais pas, on n'a pas suffisamment fait d'études pour que les Africains sachent qu'il n'y a pas de relation de subordination entre les décideurs et le peuple. Déjà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe chez nous en Afrique? Nous ne comprenons pas du tout que c'est par le travail qu'on peut y arriver. Chez les Blancs, on peut tout leur reprocher. Mais même les Français qui sont considérés comme flemmards, entre guillemets, ils travaillent 100 000 fois plus que nous. Pourquoi?
Alors, la valeur travail, c'est-à-dire les valeurs, on ne connaît pas les valeurs. On connaît juste la belle vie, la bamboula, et voilà. Et les enfants, Oui, eh ben, on ne les éduque pas. Boubaïar ici, on va revenir donc sur la situation qui prévaut au niveau de la RDC. Évidemment, beaucoup ont reproché, comme vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, le pouvoir de Kinshasa qui semble être un peu trop faible, hein, on va pas me le reprocher, et c'est le constat qu'on fait, un peu trop complaisant, mais dans le même temps, certaines observations font savoir que c'est un problème de rapport de force. Et là, apparemment, la RDC, pour ne pas dire Kinshasa, donc le gouvernement de Kinshasa est confronté est face à des puissances impérialistes. On peut citer comme ça, ce n'est plus un secret, les États-Unis, la France, voilà, la Belgique, Londres, tout ce monde coalisé derrière Kagame pour voilà faire la guerre en RDC. Comment est-ce que Kinshasa peut s'en sortir? Comment? Simplement en disant aux Congolais qu'il faut travailler, il faut quitter les bars. Je suis désolée de le dire, mais j'ai été là-bas, j'ai vu. Il faudrait, en Chine, je n'arrêterai jamais de le dire, en Chine, il y a eu des instituteurs aux pieds nus. Et donc, là où la formation, on s'assoit dessus, là où on ne travaille pas, là où on ne se bat pas, là où il n'y a pas l'amour de la patrie, le sens de la dignité, le sens de l'honneur, non. Ni l'or, ni le diamant ne valent la liberté de l'homme. En 5 ans, si Tshisekedi était vraiment venu pour sauver le Congo, il aurait commencé par la formation et puis par l'armée. Mais les Vietnamiens, la France n'a jamais gagné de guerre. Dien Bien Phu et tout le reste. Même en amenant des tirailleurs, je vais les appeler tous comme ça, la France ne s'en est pas sortie. Pourquoi il y a des grands films en Amérique après les guerres du Vietnam et tout le reste? C'est pour simplement tromper les gens. Pour se consoler. La Palestine n'a que les cailloux, l'intifada. Non, ce ne sont pas les armes qui font gagner un peuple, c'est le sens de la dignité, la bravoure, et dire je ne l'accepte pas. Tant qu'un peuple n'est pas déterminé, il ne gagnera aucune victoire. Au Sahel, nous avons quoi? Tout le monde se riait de nous. Eh ben, les Mali, avec une armée, des gens qui ne mangent même pas, ils n'ont pas de chaussures, rien du tout. Où en est-on aujourd'hui? Non, il faut reconnaître, je ne sais pas si le climat joue, parce que géographiquement, sur le plan climatique, la forêt offre tout. Nous, au Sahel, rien ne nous est donné. Mais En alors, fait, vous êtes en train de dire, avant, plus on a tout, plus on est paresseux, voilà. on n'est pas paresseux, on n'a pas d'ambition. La journée, c'est 24 heures. Tu te réveilles, à midi, tu vas pêcher un poisson, tu prends des atangas, tu les fais bouillir parce qu'il y a des brindilles là, tu n'achètes rien. Donc, pour toi, il n'y a rien. Mais si l'État fait la même chose, est-ce que la RDC, Tshisekedi se dit que la RDC est dans le monde? Je crois qu'il est arrivé, il a suivi son père, mais il n'a pas été à bonne école. Il n'a pas été à bonne école, je suis désolé, mais Tshisekedi devait se battre plus qu'Étienne. Tout le monde, bon, on peut lui reprocher beaucoup de choses parce que c'est lui qui a amené aussi les Rwandais au Zaïre à l'époque pour chasser l'autre. Mais quand les Américains ont aidé à
battre l'Allemagne. Mais De Gaulle leur a dit de prendre leur claque et de partir. Mais nous, quand les Blancs leur chantent certains trucs, ils se disent que voilà, l'affaire est dans le sac. Eux, ils se la coulent douce, mais le peuple se meurt. Kinshasa, c'est combien de millions d'habitants? Le Zaïre, la RDC, c'est combien de millions? Plus de 100 millions actuellement, plus de 100 millions. Mais alors, quand on a la responsabilité de conduire 100 millions, de faire en sorte que 100 millions de personnes, 100 millions, au moins qu'il y ait 20% de pauvres, très très pauvres, que les autres puissent manger au moins, on doit avoir du souci. Mais tous les jours, il en appelle à la... C'est quoi tout ça? C'est quoi? Chacun doit protéger son pays. Et on n'a pas à regarder à droite et à gauche, à se dire, oui, je ne peux rien contre la France, je ne peux rien contre l'Amérique. Mais vous pouvez bien quelque chose. Vous êtes chez vous. Quand ils viennent, ils ne viennent pas en millions de soldats. Hein. Mais il y en a qui vivent avec eux, il y en a qui complotent pour eux, pourvu qu'ils aient quelques milliers de dollars. À l'arrivée, c'est la honte. À l'arrivée, c'est la honte, Koumba Yaressi. Je rappelle ici, on apprenait d'ailleurs que c'est l'Afrique, hein, comme on disait. L'Afrique, c'est en forme d'un revolver et la gâchette se trouve en RDC. Alors, vous le savez que les troupes burundaises participent activement aux côtés des FARDC, c'est-à-dire l'armée de la RDC contre le M23 soutenu par l'armée rwandaise. Et depuis un certain moment, on déplore évidemment des victimes de part et d'autre, des centaines de victimes, donc du côté de l'armée burundaise, et puis voilà des mercenaires, si vous voulez les appeler comme ça, ou des rebelles. Alors ici, est-ce qu'on peut finalement craindre l'embrassement de la sous-région, c'est-à-dire la généralisation du conflit? Parce que ça se passe évidemment en RDC, mais on sait que entre le Burundi et le Rwanda aussi, souvent le courant ne passe pas très bien. Et là, vous avez suivi le président burundais dernièrement qui a attiré l'attention de la communauté internationale pour dire si on y prenait garde, ça va se généraliser. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, au point de vue sécuritaire, seulement nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. Mais vraiment, moi, j'ai un plan que j'avais proposé à la région. Je sais que si ce plan était respecté, on serait en paix. Parce que vous savez, si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement?
sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Est-ce qu'on y va là, maintenant? Le Burundi et comment dire, le Kenya, comment dire, le Rwanda, ils ont les mêmes peuplements. Hein. Ils ont les mêmes peuplements, les Hutus et les Tutsis. Il y a des Hutus aussi au Congo, en RDC, en Ouganda également. L'Angola n'est pas très loin. L'Afrique du Sud est impliquée d'une façon ou d'une autre parce que c'est un mammouth. Si la RDC n'a pas pu prendre ses responsabilités durant toute son histoire, mais eux qui sont sortis de l'apartheid il y a quelques décennies, ils ne peuvent pas jouer à revenir dans cette situation. Et donc, je crois qu'il y a... Bon, il n'y aura pas de guerre entre tout et tout. Non, non, ça ne va pas s'embraser. Vous êtes en train de dire que vous ne croyez pas à ce risque d'embrasement général de la sous-région. Mais si ça s'embrase, comment on va transporter les minéraux? Non, moi je crois qu'il n'y aura pas d'embrasement. Il n'y aura pas d'embrasement. C'est la RDC qui doit changer de paradigme. Ne plus compter sur l'Occident. Ne plus se plaindre. Imaginez-vous Léopold II, le roi de Belgique. Kinshasa était sa propriété. On n'a jamais vu ça. Kin, c'était Kin la Belle, aujourd'hui c'est Kin la Poubelle. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passés les Congolais de RDC? Il n'y aura rien du tout. C'est le Congo qui va trinquer. Et aussi longtemps que Tshisekedi, son gouvernement, les députés, les gouverneurs de province et autres ne se mobiliseront pas, ne sortiront pas des accords qu'ils ont avec les uns et les autres, il ne se passera pas grand-chose de bon pour eux. Ils n'ont qu'à voir le Mali. Eux, ils ont quoi? On a quoi au Mali? On parle de l'or. Mais l'or qu'il y a sous le sol de RDC, est-ce que nous en avons 10%? Mais aujourd'hui, la transition est en train de se battre pour récupérer son dû. Mais je n'ai vu nulle part que Tshisekedi se bat pour telle ou telle raison. Non, on va lui dire ça, c'est pour le distraire, c'est pour l'effrayer. Et s'il a peur, il n'aura rien du tout. Il n'aura rien du tout. C'est tout. La peur, il n'y aura rien du tout, évidemment. Voilà, nous passons donc au deuxième volet de cette interview, c'est la Tunisie. Vous avez certainement appris le rapport qui accuse la Tunisie d'avoir vendu des migrants à la Libye, présenté pour la première fois au Parlement européen, mercredi, donc 29 janvier dernier. Le rapport intitulé Traître d'État, expulsion et vente de migrants de la Tunisie à la Libye, voilà, révèle une nouvelle facette du traitement déjà peu reluisant, réservé par les deux pays, notamment la Tunisie et la Libye, aux migrants, notamment originaires d'Afrique subsaharienne. Ici, ma question, c'est de savoir pourquoi est-ce que, dans un premier temps, voilà, pourquoi est-ce que c'est l'Union européenne, finalement, qui s'inquiète de cette situation et que fait donc, à quoi sert finalement l'Union africaine? Je reviens là-dessus. Tout à l'heure, je vous avais posé la question sur ce qui se passait aussi en RDC, sur l'Union africaine. À quoi sert finalement l'Union africaine? Puisqu'ici, on constate que c'est l'Union européenne qui s'en intéresse, qui font d'ailleurs voilà, un rapport sur la traite d'État. Où est passée l'Union africaine? L'Union européenne s'en saisit quand quelques politiques montent au créneau, à l'Assemblée nationale, au Sénat, ou les organisations, les ONG internationales. L'Union européenne est obligée de faire quelque chose. On va dire ça comme ça. Elle va parler, mais tout le monde sait que face au problème de l'Afrique noire, parce que vous parlez de la Tunisie,
le Maroc, l'Algérie connaissent également des problèmes migratoires. Ils sont sur le chemin de l'Europe. Il y a régulièrement des accords entre les uns et les autres. On débloque quelques millions d'euros. On leur demande de tout faire pour que ces nègres-là, ces bambins-là, n'arrivent pas chez eux. Ils sont dangereux. Ils peuvent détruire, c'est le grand remplacement, comme en France, etc., etc. Mais quand ils ont besoin de migrants pour leurs restaurants, pour leurs usines, etc., etc., ils savent prendre des dispositions. Et donc, le problème, il n'est pas tant que l'Europe trahit la race humaine, hein. C'est parce que la partie blanche de l'Afrique n'a rien à voir avec l'Afrique au sud du Sahara. Pourquoi est-ce qu'on va dire l'Afrique au sud du Sahara? Est-ce que pour dire l'Europe, on dit l'Europe au sud du Sahara, on dit l'Europe du Sud, l'Europe du Nord, l'Europe de... Voilà, on parle de l'Europe, voilà. Oui, évidemment. Eh bien voilà, on parle de l'Europe, tout simplement. Qu'ils soient pauvres ou riches, ils sont européens. Parce que nous, on n'a pas également décolonisé notre histoire. Nous ne savons pas qui nous sommes, donc nous ne savons pas où nous allons. Et en ce qui concerne l'Union africaine, bon, c'est plus qu'un machin. Qui est à la tête de l'Union africaine? Un Tchadien. Mais quand Déby, fils, est arrivé au pouvoir, on n'a pas entendu l'Union africaine. On n'entend jamais l'Union africaine. Regardez, le siège de l'Union africaine a été construit par la Chine. Les Européens donnent des subsides. Où sont les Africains? Ils dédient l'Union africaine à quoi? C'est juste des institutions, parce que quand vous prenez l'Union africaine, elle trône au sommet de l'Afrique. Après, il y a eu les CEDEAO, la SADC, etc., etc. Sur le plan institutionnel, organisationnel, c'est beaucoup plus simple à gérer. Et on sait à qui s'adresser pour faire telle ou telle tâche. Et donc, finalement, à mon avis, ce sont les peuples qui vont se soulever pays par pays, pays après pays, pour arriver à une fédération, peut-être dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Sinon, les organisations en place, ce n'est pas fait pour nous. Hein. Ce n'est pas fait pour nous. Et ceux qui sont à la tête de ces organisations sont choisis par les Occidentaux. Personne ne peut faire... Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Même à l'intérieur des partis en Afrique, il n'y a pas de démocratie. Mais alors, si à l'intérieur des partis, il n'y a pas de démocratie, au niveau, vous mettez tous ces partis-là ensemble au niveau de chaque pays, la démocratie, elle est où? Elle est où? Oui, mais là, on parlait des institutions africaines, mais il y a également les chefs d'État. Parlons-en, parce que dans la situation ici rapportée dans ce rapport, où on parle de traite d'État, la Tunisie donc indexée, je crois que les chefs d'État des pays concernés, dont les migrants évidemment sont vendus, devraient quand même monter au créneau pour accuser la Tunisie. Est-ce que c'est la première fois? C'est pas la première fois que la Tunisie est accusée. L'Algérie, régulièrement, prend les migrants et les jette dans le Sahara. Arriveront ceux qui pourront arriver, et les autres, ils meurent de soif et de faim. De froid aussi. Musique à l'appui, le ministère de l'Intérieur tunisien diffuse ces images. Ce groupe de migrants est escorté en dehors du No Man's Land par la garde nationale. Ils étaient bloqués depuis des semaines, ici, entre la frontière de la Tunisie et de la Libye. Un bras de fer diplomatique qui avait donné lieu à ces scènes. C'était il y a à peine 10 jours. Aucun des deux pays ne voulant les accueillir, les migrants se sont retrouvés dans une situation dramatique. Sans eau, ni nourriture, avec parfois des femmes enceintes et des enfants.
S'il vous plaît, je supplie l'ONU de venir nous aider, de nous sortir d'ici, de venir nous sauver de cet endroit. Nous mourrons de minute en minute. Point culminant de cette crise, la Tunisie a été accusée par la Libye de vouloir se débarrasser de ces migrants en les expulsant en plein désert, les laissant pour morts. Le scandale a fait réagir l'ONU et poussé les deux pays à trouver un accord ce jeudi. 126 personnes devraient être envoyées dans des centres d'accueil dans le sud-est de la Tunisie. Les autres, environ 150 à 200 personnes, devraient être prises en charge par la Libye. Un dénouement qui est loin de résoudre la crise humanitaire dans la région. Au large de la ville tunisienne de Sfax, une des principales routes migratoires vers l'Italie, les drames en mer se succèdent. Le dernier date de quelques jours seulement. 41 migrants sont portés disparus. L'Union européenne et la Tunisie ont également conclu à la mi-juillet un accord. Il prévoit 105 millions d'euros pour aider le pays nord-africain à lutter contre l'immigration clandestine. Le partenariat a été dénoncé par Amnesty International, qui accuse l'Union européenne d'être complice des souffrances des migrants. Alors, le Maroc fait la même chose. Pourtant, on dit que le Maroc a de très bonnes relations commerciales, politiques et autres avec nous. Non, personne n'a de considération pour le nègre, parce que le nègre lui-même ne fait pas tout pour obliger les gens à le respecter. Même les partis politiques dans nos pays, les gouvernements pris individuellement ne réagissent pas. Les ONG africaines, vous les entendez? Non, personne ne réagit. Même au niveau individuel, nous tous, nous ne réagissons pas. Et donc, puisqu'on n'est pas capable de réorganiser l'Afrique, de remettre le pays et nos pays et le continent au travail, aussi longtemps que cette situation va perdurer, les gouvernants, ils vont fermer les yeux sur ça parce que c'est ce qui les arrange. Les rapatrier, ça coûte cher. Nous, on a connu ça ici. Hein. Nos morts sous Ibeka, les soldats qu'on perdait, on ne les rapatriait pas. Peut-être qu'il n'y avait même pas de fosse commune. Parce que c'est cher. Alors, qui pour défendre cette jeunesse? Et on a détruit tout chez les jeunes. On ne les forme pas. Ils n'ont pas de perspective. Ils ne savent pas vers qui se tourner, à part les politiques véreux qui les instrumentalisent dans la plupart des pays. Alors donc, aussi longtemps que cette situation va perdurer, aussi longtemps que la jeunesse elle-même, et malheureusement, elle n'est pas outillée. Elle voudrait bien se défendre, mais à partir de quoi? Tu n'as pas ta pitance quotidienne. Tu as 40 ans et tu es toujours jeune. Tu ne travailles pas. Non. Je crois que l'Afrique doit se ressaisir. Pas seulement l'Union africaine. Chacun de nos pays doit se ressaisir. Évidemment, d'autres plus que, certains plus que d'autres. Le grand drame, c'est ça. Nous-mêmes, on prête le flanc. Et on continue à avoir des relations quand même civilisées avec des gens qui nous font toutes ces misères-là. Demain encore, la Tunisie va donner des bourses d'études à un pays X ou Y. On fait toute une cérémonie autour de ça, alors que ceux qui n'ont pas la possibilité même d'apprendre à gratter la terre se font tuer au vu et au su de tout le monde et personne n'en parle. Parce qu'en parler, c'est déjà engager sa responsabilité. Koumba Yarissi, venons-en au Mali. En avril dernier, en avril 2024, bien entendu, 80 associations et partis politiques demandaient le retour à l'ordre constitutionnel sans succès. Et le 25 janvier dernier, soit 9 mois après, une dizaine de partis politiques a lancé encore un appel pour l'organisation d'élections au Mali. Un nouvel appel, dirait-on, aux autorités de transition pour le retour à l'ordre constitutionnel. Alors, ces formations ont donc demandé la mise en place d'un calendrier électoral clair. Parmi ces partis,
On peut citer Yelema, Adena, Parena, M5, RFP. Apparemment, vous aussi, vous étiez là, c'est ça? Non, Malikoura, bon, vous savez, oui, je vais m'arrêter là-dessus pour que ceux qui ne sont pas du Mali comprennent. Parce qu'on vous doit bien des explications compte tenu de, depuis 2020, la diaspora, les panafricanistes se tiennent à nos côtés. Nous avons vu l'autre jour, là, le défilé monstre des pays de l'AES. Alors que 2 pelés, 3 tondus avaient fait trop de bruit. Oui, on ne veut pas sortir de la CEDEAO, on est en train de nous amener à l'abattoir, etc., etc. Non. M5 Malikoura, ils sont 5 avec leurs organisations qui n'ont pas pu prendre le contrôle du M5 et qui en ont démissionné. Et comme chez nous, la justice, on ne veut pas aller devant le juge, on a peur du gendarme, etc., etc. Quand ils viennent, ils ne sont pas d'accord, ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils partent avec un bout. Sinon, tout le monde connaît le M5 RFP. Ils étaient M5 RFP et aujourd'hui, ils disent M5 Malikoura. Malikoura, c'est la refondation. C'est plus philosophique que C'est politique. depuis quand que c'est devenu M5 RFP Malikoura? Au départ, Non, c'est pas M5 RFP, hein. C'est M5, bon, M5 RFP Malikoura, c'est depuis qu'ils ont démissionné. Depuis qu'ils ont démissionné, les 5, un ancien Premier ministre et d'anciens ministres, d'Ibeka, d'ATT et autres. Ils sont venus, après la nomination de Shogel, ils voulaient mettre un OPA sur le M5. On leur a dit, pas question. Ils ont fini par partir. Parce que le sous-développement mental aussi, c'est ça. On ne peut pas négocier, faire valoir ses arguments. Non. Oui, mais moi, j'ai été ancien Premier ministre, j'ai été ministre de ceci, j'ai été ministre. Mais on avait mis les compteurs à 0. Parce que ceux qui sont morts là, ils n'étaient rien du tout. Ce sont nos jeunes. Ils sont morts pour le Mali. Mais eux veulent mettre un OPA sur le M5 et ce qu'il faut retenir, c'est qu'eux étaient opposés aux militaires parce qu'ils ont condamné par 2 fois les coups d'État. Ils les ont appelés ça, comme ça, coups d'État. Mais alors, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes légaliste. Nous, on veut chasser le pouvoir pour voir clair, pour reprendre notre pays. Rien que ça. C'était un programme. Kidal était une enclave à l'intérieur du Mali. Tout le monde l'a vu. Mais non. Eux, ce qu'ils font valoir, c'est juste la politique. Et moi, je pense que la politique, elle est là pour nous servir. Le temps de la politique, ce n'est pas le temps où tu n'as pas de pays. Tu vas exercer ta démocratie où? Sur qui? Tu vois X groupe aujourd'hui, demain tu reviens, ils ont fui. Mais alors, tu fais la démocratie comment? Avec qui? Pour qui? À terme, c'est pour obtenir quoi? C'est ça le grand débat. Et donc, le retour à l'ordre constitutionnel, le président, il s'est prononcé. Il s'est prononcé, c'est lui qui est à la tête de la transition. Il a pris un engagement vis-à-vis du peuple. Mais il a dit, il faudrait, pour ne pas retomber dans ça, parce que nous, on n'a eu que des coups d'État. De 1960 à 1968, un seul chef d'État n'a pas été chassé du pouvoir. Un seul. Depuis Modibo Keïta. Tous, ils ont été chassés. Alors, est-ce qu'un pays peut vivre une telle instabilité? Il ne suffit pas de faire des élections. Tout de même, vous êtes là aujourd'hui, demain, il y a un groupe qui sort, tout le monde vient, on chasse le président. Mais maintenant, on doit s'arrêter pour voir honnêtement comment procéder pour... Parce que même les militaires sont fatigués de faire des coups d'État, même eux.
Puisque c'est le président même qui dit qu'il fera tout pour qu'on sorte de cette instabilité. Oui, on l'a suivi dans sa sortie où il a rassuré que finalement on repartira dans tous les cas et le Mali repartira dans, comme qui dirait, l'ordre constitutionnel. Le retour à l'ordre constitutionnel passe nécessairement par un processus sécurisé et apaisé dans le but d'éviter un éternel recommencement. La mise en route des grandes réformes pour le processus de refondation repose sur des textes. À ce niveau, le chef de l'État a rappelé le rôle joué par le Conseil national de transition. Le CNT a voté une dizaine de lois. Je salue les efforts louables du Conseil national de transition dans l'affermissement des liens entre le Mali et ses pays frères de la Confédération de l'AES. Depuis le début de la transition, le CNT joue pleinement sa partition dans le processus de refondation en menant des réformes indispensables qui traduisent la volonté exprimée par le peuple malien lors des différents forats. Fidèle à ses missions constitutionnelles, il a examiné et adopté au cours de l'année 2024 plusieurs projets et propositions de loi ainsi que diverses lois organiques et ordinaires. Et cela dénote l'engagement qui anime l'institution face à l'impératif de changement dans notre pays. Est-ce qu'il a défini tout de même, j'allais dire, les échéances? Parce que pour la dizaine, bien sûr, de ces partis politiques, il faut un calendrier clair. Est-ce que le gouvernement a répondu à cette préoccupation? Il faut un calendrier clair avec de vrais partis politiques. C'est-à-dire? Quand vous avez 300 partis, les partis ont un socle autour duquel ils se regroupent. L'idéologie? Mais, déjà, les valeurs. La valeur travail, la solidarité, la justice sociale, etc., etc. Mais quand vous avez 300 partis, il y a des partis qui n'existent que sur papier. Tous les papiers sont à bord de leur voiture, pour ceux qui en ont, parce que tous n'ont pas de voiture. Mais alors, dans ce cas, de qui se moque-t-on? Ce pays-là n'appartient à personne, ni aux partis politiques, ni aux militaires, ni aux civils, ni à qui que ce soit. Nous l'avons, c'est un patrimoine commun. C'est le peuple qui s'est déterminé. Il y a eu les assises qui faisaient partie, les assises nationales de la refondation. La refondation, c'est Malikoura. Eux, ils sont partis avec. On est en train de refonder le Mali. Eux, ils ont pris le Malikoura, là, ils sont partis avec. Les 5 qui ont démissionné. Et quand on démissionne d'un regroupement, on va créer son regroupement. Ou alors on passe à autre chose. Mais non. Eux ne passent pas à autre chose. Et donc, quand il y a eu les assises nationales, avant les assises nationales, il a été dit à tout le monde, aux partis politiques, à la société civile et au reste des Maliens, toutes les décisions, toutes les recommandations issues de des assises vont s'imposer à tout le monde. Dans un premier temps, il y aura un cadre stratégique, c'est-à-dire le plus urgent, les plus importantes recommandations. La transition va s'engager à les appliquer et le reste, on peut les appliquer au fur et à mesure. Parce qu'on est allé de la commune jusqu'au district et au niveau national. Il y a 2 ou 3 communes sur l'ensemble du Mali où les assises ne se sont pas tenues. Et donc, tout le monde s'est prononcé. Et finalement, les gens ont dit quoi au sujet des partis et des syndicats? Ils ne sont pas les seuls, les partis. Tu crées ton parti en 1980, je ne sais plus combien. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toi qui es patron de ton parti. Et le syndicat, même des retraités sont patrons de syndicats au Mali. Des retraités. En politique, on ne parle pas de retraités. Mais un syndicaliste qui est déjà à la retraite
Et c'est lui qui gère le syndicat et le dernier mot leur appartient au chef de parti et au syndicat. De sorte que quand vous êtes avec eux, ils oublient même que vous n'êtes pas leurs militants. Ils veulent vous imposer ce qu'ils imposent à leurs militants. Et le peuple a dit quoi? Nous, on est fatigués, on ne comprend pas que pour notre mieux-être, notre bien-être, il faille autant de partis ou de syndicats. En tout cas, le Mali est en train de s'acheminer vers le regroupement des partis, c'est-à-dire définir un absolument. C'est pas que le Mali. Leurs valeurs, leur idéologie. Voilà, il faut mettre de l'ordre. À combien de partis pourrait-on finalement arriver? 3, 4? Ben, moi, je ne peux pas le dire parce que je ne lis pas dans la boule de cristal, mais ce qu'on a dit aux assises, c'est 3 ou 4 grands regroupements. Vraiment. Comment dire, vous avez vu aussi en Guinée, on a dissous, des dizaines de partis. Diomaye Faye et Sonko ont mis ça sur la table parce que c'est insupportable. Ça ne correspond à rien du tout. C'est juste une clé de répartition pour accéder à nos ressources. Comment? Quand vous créez vous êtes président. Moi, j'ai mon parti. Ma petite sœur a son parti. Mon oncle a son parti. Tout le monde. Et vous connaissez tout le monde vous dira, c'est grâce à nous que vous êtes là. Le jour où vous allez mettre le gouvernement en place, ce sont ces partis-là qui envoient des CV. Et des fois même, vous leur dites, de grâce, pas trop de CV. Moi, Amadou Toumani, que Dieu ait son âme, m'a dit un jour, je dis, mais on dit que vous allez nommer X ou Tartampian comme ministre. Et dit, petite sœur, nous avons des problèmes. Hein. Il y en a qui vont donner leur CV aux animateurs de radio, aux journalistes. Et finalement, c'est pour vous mettre la pression. Et donc, le peuple a demandé ça. Si on fait la politique pour le peuple, si on veut bien servir le Mali, et dites-vous bien que parmi ces 300 partis-là, il y a des centaines de personnes qui ne travaillent pas, hein, qui ne vivent que de la politique. Mais moi, on a vu, hein, vous n'êtes plus Premier ministre, le jeune qui était Premier ministre en France, il est à l'Assemblée. Il est à l'Assemblée. Mais chez nous, eux, ils ne travaillent pas. Ils vivent de nos ressources. En sorte, ils ont fait de la politique une profession, c'est ça? Non, bien sûr. Et une profession, si au moins il y a des résultats, encore. Mais 300 partis. 300 partis. Et donc, vous disiez la réponse du gouvernement malien, c'est de rassurer que finalement, on y arrivera, mais il y a d'abord des priorités, notamment sur la sécurité, l'économie, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, il y a eu également des manifestations au Niger, au Burkina Faso, bien entendu, et au Mali. Objectif, soutenir le retrait de ces pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La ferveur populaire dans les rues de Niamey. Tous célèbrent la sortie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest après un an de tensions politiques. C'est une occasion que nous attendons depuis fort longtemps. Et Dieu merci, nous avons vu exaucer notre prière. Nous sommes fiers des actions aujourd'hui, ça et là, que nos dirigeants sont en train de poser. Voilà pourquoi nous avons décidé de sortir à la face du monde pour manifester notre soutien, pour tenir au courant l'opinion nationale et internationale. Dans la capitale nigérienne, c'est le mouvement M62 qui a organisé les festivités en partenariat avec la commune et en présence des membres du gouvernement. Au Burkina Faso et au Mali, des cérémonies ont également été organisées dans la journée. Le 29 janvier 2024, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pays dirigés par des régimes militaires, avaient formellement notifié à la CEDEAO leur volonté de retrait immédiat. Et notre sécurité doit revenir effectivement à nos autorités, aux autorités de l'AES, aux autorités du Niger.
Un délai d'1 an devait être respecté avant le retrait effectif des 3 États, désormais unis dans la nouvelle alliance des États du Sahel, et de ne les avoir pas suffisamment aidés à lutter contre les violences djihadistes. Et cependant, l'Union européenne, par la voix bien sûr de son chef de la délégation au Nigeria, l'ambassadeur Gauthier Mignot, qu'on appelle, a plutôt exhorté les pays de l'AES à tirer les leçons sur le Brexit. Vous entendez cela? Oui, mais parce que eux pensent que nous n'avons pas de jugeote. Nous ne comprenons rien à la marche du monde. Et donc, chacun est qualifié, chacun est qualifié pour nous donner des conseils, même s'ils sont saugrenus. Ça, c'est un conseil saugrenu. Qu'est-ce qu'eux-mêmes ont fait pour empêcher le Brexit? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour convaincre les Anglais de ne pas partir? Quand la première ministre disait à son époque, I want my money back. Ils sont partis, les Anglais, surtout parce qu'ils ont l'impression qu'ils traînent les autres. Ils travaillent, leurs efforts. Et que les autres profitent en fait dans l'Union. Ah ben voilà, mais nous, ça n'est pas ça. Déjà, c'est pour la raison fondamentale pour laquelle le Brexit est survenu, est advenu. Mais nous, c'est parce que des pays comme nous, d'égale considération, d'égale implication dans, et puis nous sommes tous des pays fondateurs de la CEDEAO. La CEDEAO a été créée à Bamako ici. Elle a remplacé la CEDEAO qui ne comptait que 6 pays. Alors, comment est-ce que d'autres pays, des pays comme nous, vont nous trimballer, nous détruire? Quel est le pays qui peut supporter ce que nous avons supporté? Un pays en guerre. Un pays qu'on met sous embargo total. Même les médicaments, l'eau, l'électricité, tout. Et donc, finalement, on est allé à la... Et puis, ce sont des militaires qui ont créé la CEDEAO. Hein. Ghana, Mali, partout. Partout, il y avait des militaires. Nigeria, partout. À part quelques-uns. Mais aujourd'hui, on fait valoir quoi? Et donc, le monde évolue, les défis se complexifient, les situations deviennent très compliquées. Au lieu de nous aider, ils nous détruisent pour qu'on ne sorte pas des liens de la France. C'était ça le vrai débat. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres pays africains qui pourraient vous rejoindre dans cette alliance? Ah ben bien sûr. Ben bien sûr. Au Tchad, par exemple, il y a la société civile qui est vent debout. Les gens sortent les unes après les autres pour exhorter Kaka à se départir de la France. Parce que au Tchad, on a dit, bon, nous avons renvoyé les bases, mais nous avons toujours des relations avec la France. Quel genre de relations? Les relations, sécuritaires. Auquel cas, ça veut dire que les 11 accords-là, eux, ils sont en plein là-dedans. Mais si d'autres pays veulent nous rejoindre, il n'y a aucun problème. Si la Fédération de l'Afrique peut partir de Bamako, qui n'est pas n'importe quelle capitale au plan politique, parce qu'il y a eu le Rassemblement démocratique africain, jusqu'en Afrique centrale. Si Bamako peut être le point de départ de cette fédération, de ce fédéralisme-là, bon, alléluia, mais on ne peut pas se mettre ensemble de manière légère. Il faudrait tout clarifier parce que nous, on est sortis, entre autres, de la CEDEAO parce que la CEDEAO n'était pas la CEDEAO des peuples. Ah, donc, l'AES ne peut pas reproduire ça. Ah non, non, non. Et donc, ceux qui veulent venir, il y aura une plateforme, il y aura, nous, on est en confédération. Je crois que d'ici 1 an ou 2,
on ira en fédération. Mais ceux qui toquent à la porte, ils doivent savoir. Voilà, sur les avancées, évidemment, c'est incontestable. On est en train de voir comment est-ce que l'Alliance des pays du Sahel est en train d'avancer après les forces communes, les forces armées, bien sûr, de l'AS qui compterait 5000 personnes. Dernièrement, on a vu donc le lancement du passeport AES. Ça sera quoi la prochaine étape? Et ça sera également aussi votre mot de la fin. Oui, la prochaine étape, il y a déjà le visa de ceux qui ne sont pas citoyens, parce que il y a au plan bilatéral, il y a des pays de la CEDEAO qui sont allés très loin. Le Ghana, par exemple. Au Ghana, personne n'a, n'a de visa à prendre pour aller à Accra, par exemple. Le Togo est dans les starting blocks. Bon, tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui. Surtout ceux qui sont au pouvoir depuis longtemps, ils savent ce qu'ils vivent. Ils savent ce qu'ils font endurer aux populations pour contenter simplement des Blancs qui n'ont aucun respect pour nous. Pour qui nous pouvons crever, excusez-moi, ce n'est pas leur affaire. Et donc, maintenant, c'est ce que j'ai dit. Tshisekedi, il n'a qu'à venir en Afrique de l'Ouest, conférer avec la société civile, les partis politiques et les décideurs. Il va comprendre. Il va comprendre certaines choses et il va changer le fusil d'épaule. On a parlé du Congo RDC, mais pendant ce temps, le Congo Brazzaville est en train de fricoter, Sassou fricote avec Paul Kagame. Paul Kagame. Tous les Congolais sont vent debout. Le Rwanda n'a rien du tout. Ils sont nombreux. Ils sont sur des collines, des montagnes. Donc, même pour manger, il leur faut trouver des terres arables et transporter les récoltes. Et Sassou ne trouve rien de mieux que de s'allier à Paul Kagame. Parce que Burundi, la capitale est propre, parce qu'il y a les start-up, parce que. Mais est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas d'essence? S'il y a de l'essence aujourd'hui, dans 5 jours, il y en a plus. Il y a une pénurie de carburant qui est signalée depuis quelques jours, mais aussi ils sont entrés dans une phase où presque 40 jours avec des perturbations du courant électrique. Dans le même temps, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, comme on a dit. Vous avez même rappelé tout à l'heure, beaucoup les chefs d'État qui sont donc à la tête de nos pays depuis longtemps savent ce qu'ils font vivre à leur population. C'est le cas du Congo-Brazzaville. Et c'est d'ailleurs ce qui étonne les gens, comment est-ce que la priorité de Sassou Nguesso, c'est d'aller signer des accords militaires en plus avec le Rwanda. Et depuis que cette situation, la RDC a refait surface, Brazzaville n'a encore rien dit, n'a rien déclaré, n'a même pas condamné. Non. C'est curieux. Alors que Brazzaville et Kinshasa, c'est les capitales les plus proches du monde. 2 minutes en traversant. Les mêmes cultures, oui. Alors, est-ce qu'on peut compter sur la solidarité en Afrique? Parce que chaque chef d'État, en tout cas les vieux là, ils pensent que ils nous ont chosifiés. Toutes les ressources sont pour eux. La redevabilité n'existe pas. En fait, ils ont des priorités. Ils ont des priorités tournées ailleurs. C'est ce que ça veut dire concrètement. Bon, moi, je ne dirais même pas priorité, parce que priorité, même ça, c'est une façon de maquiller les choses. Pour eux, c'est des monstres froids. Ce sont des monstres froids. Et nous n'existons pas. Nous sommes transparents. Le Paul Biya, le Sassou, les Nguema, ils ne nous voient pas. Au moins, Nguema, peut-être que là-bas, les Équatoriens, comme ils ne sont pas nombreux, ils vivent un peu mieux.
Le Congo-Cameroun, c'est le drame. C'est le drame. Mais personne ne peut quoi que ce soit pour ces peuples-là. Il faut qu'ils se réveillent. Ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Ils vont en tuer quelques centaines, quelques milliers, et puis on va se débarrasser d'eux. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans ton propre pays, où il y a tout, toi tu ne vis pas. C'est quoi, finalement? Mais être africain devient bizarre. Hein? Ça devient bizarre. Alors il faut que tout le monde se saigne la taille, que tout le monde se dise, nous ne l'acceptons pas. Nous n'accepterons plus jamais ça. Matin, midi et soir, mais ils finiront par partir. Ils finiront par partir. Nous, on a défilé ici pendant 4 mois. Pendant 4 mois, il nous a fait toutes sortes de propositions. Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. Mais finalement, les soldats ont pris leurs responsabilités. Mais malheureusement, au Cameroun, au Congo et Brazzaville, entre autres, ces soldats-là, c'est la garde prétorienne des pouvoirs. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas se dire, ils ne peuvent pas entendre la complainte du peuple? Mais s'ils n'entendent pas que les peuples eux-mêmes sortent dans la rue, refusent de rentrer chez eux, qui refusent de rentrer chez eux. Évidemment, l'esclave qui ne peut pas, évidemment, assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie de son sort. C'est Thomas Sankara qui le disait. Merci, Koumba Yaressi. Je rappelle que vous êtes enseignante à la retraite, membre du Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP du Mali. Grand merci d'avoir encore été avec nous sur le plateau R7 pour le décryptage de l'actualité africaine. On reviendra pour d'autres occasions, bien sûr, sinon suivre ce qui se passe en RDC, parce qu'évidemment, ça devient très inquiétant et c'est toute l'Afrique qui est vraiment tournée vers la RDC, dans l'espoir que cette fois-ci, les Congolais, nos frères, nos voisins, il faut le dire, prendront leurs responsabilités parce que les peuples doivent se libérer eux-mêmes. On ne libère pas un peuple. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez massivement et dites-nous ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés avec Koumba et Yaressi. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.